Je n'avais pas l'intention de remettre en question les gares, elles sont juste là. Monument du progrès, temple de l'ère industrielle, du moins, c'est ce que j'avais toujours supposé. Mais plus je me penchais sur l'histoire des infrastructures ferroviaires mondiales, plus certains détails me paraissaient incohérents. Non pas des incohérences mineures, mais des incohérences majeures, celles qui vous obligent à reconsidérer vos recherches et à vous poser une question que vous n'aviez jamais envisagée. Et si les chemins de fer n'étaient pas ce que nous croyons? Laissez-moi vous expliquer. La gare de Grand Central à New York, achevée en 1913, admirez le plafond, une fresque astronomique de plus de 100 mètres carrés, peinte à l'envers, représente le ciel méditerranéen avec 500 étoiles en feuilles d'or sur fond vert turquoise. Le hall principal, long de 84 mètres, large de 37 mètres et culminant à 38 mètres, est entièrement revêtu de marbre du Tennessee et orné de statues qui, dans une gare, trouveraient parfaitement leur place dans une cathédrale. Prenons maintenant l'exemple de la gare centrale de Leipzig, Hauptbahnhof, en Allemagne, achevée en 1915. Plus grande gare terminus d'Europe en superficie, elle s'étend sur plus de 3,4 hectares sous un même toit. Sa façade, longue de près de 305 mètres, est ornée de 6 tours. À l'intérieur, un hall aux proportions si vastes que les photographies d'époque peinent à en saisir l'ampleur. La voûte en fer et en verre qui surplombe les quais s'élève à 35 mètres de hauteur pour accueillir les trains, qu'ils aient circulé à froid ou à vapeur. Prenons aussi l'exemple de la gare Victoria Terminus, achevée en 1887. On l'appelait une cathédrale à vapeur. Son architecture néo-gothique se mêlait à des motifs de palais indiens, avec ses dômes, ses flèches, ses arcs brisés et ses vitraux. Le dôme central culmine à 69 mètres. Des sculptures en pierre représentant la faune et la flore recouvrent presque toutes les surfaces. Gargouilles, arcs-boutants, une entrée ornée qui pourrait servir de porte d'entrée à un palais royal. Pour faciliter la correspondance entre les trains, l'explication officielle est claire. Ces édifices étaient des déclarations de fierté nationale, des monuments à la réussite industrielle, des symboles de progrès et de puissance. L'âge d'or vénérait la grandeur. Les empires rivalisaient d'architecture. L'argent n'était pas un problème quand il s'agissait de prestige. Et pourtant, pourquoi toutes les grandes villes ont-elles agi ainsi? Pas seulement quelques-unes, ni beaucoup, toutes. Célibataire, une. Paris, Milan, Anvers, Madrid, San Paulo, Melbourne, Tokyo, Calcutta, Lake et Cap. Ces villes, réparties sur 6 continents et représentant des cultures et des situations économiques très différentes, ont toutes décidé simultanément, en l'espace d'une 60aine d'années, de construire des gares qui ressemblaient bien plus à des centrales électriques, des temples ou des palais qu'à des nœuds de transport. Le schéma se répète avec une précision troublante. Et voici le plus étrange. Rien qu'aux États-Unis, entre 1850 et 1920, plus d'1 millier de gares importantes ont été construites. Il ne s'agit pas de simples plateformes ou d'abris en bois. Je parle de structures permanentes dotées d'éléments tels que des tours d'horloge, des halls d'attente avec des plafonds de plus de 12 mètres de haut, des façades ornementées et des systèmes de chauffage desservant de vastes espaces intérieurs. Nombre d'entre elles étaient équipées de l'éclairage électrique dès leur ouverture. À cette époque, la plupart des foyers étaient encore éclairés par des lampes à gaz ou à pétrole. On en construisait partout. Des villes de 5-0 habitants disposaient de stations pouvant accueillir jusqu'à 5-0 personnes simultanément. Les haltes rurales se distinguaient par leur architecture soignée. Fenêtres cintrées, briques décoratives, toitures en cuivre, fondations en granit, système de ventilation sophistiqué. Pourquoi? La réponse officielle, l'optimisme, expansion rapide, spéculation sur la croissance future. La concurrence entre les compagnies ferroviaires engendre une véritable course à l'armement dans le secteur de la construction. Mais voici ce que cette explication vous oblige à accepter.
que des centaines de compagnies ferroviaires indépendantes, en concurrence économique les unes avec les autres, se soient coordonnées pour construire des ouvrages d'une conception remarquablement similaire, utilisant des matériaux et des méthodes comparables, souvent achevés à quelques années d'intervalle, tout en suivant des principes architecturaux qui suggèrent quoi? Un plan commun, des instructions partagées, un accès aux mêmes connaissances techniques. Et voici le plus étrange. Nombre de ces gares présentent des éléments architecturaux identiques, bien qu'elles soient séparées par des milliers de kilomètres et construites par des organismes totalement différents. Même style de clocher, même proportion dans les halls d'attente, même type de briques, même disposition des fenêtres, mêmes angles de toiture, comme si elles avaient suivi des instructions qu'elles ne comprenaient pas pleinement. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous, car la suite est beaucoup plus difficile à expliquer. Permettez-moi de vous poser une question simple. Comment ces bâtiments étaient-ils alimentés? La réponse habituelle est la vapeur. Des chaudières à charbon produisaient de la vapeur pour le chauffage, parfois complétée par l'éclairage au gaz, puis par de l'électricité produite hors site. Une technologie industrielle de base, rien de mystérieux. Sauf lorsqu'on examine de près l'infrastructure, cette explication s'effondre. Prenons par exemple les systèmes de chauffage. De nombreux grands aéroports étaient équipés d'un chauffage radiant, capable de maintenir une température confortable dans des espaces de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. La gare du Nord à Paris, Union Station à Washington, D.C., King's Cross à Londres. Il ne s'agissait pas de petits bâtiments équipés de quelques radiateurs. On parle ici de systèmes de climatisation pour des volumes comparables à ceux des cathédrales, nécessitant des milliers de BTU par heure, et ce, avec une efficacité suffisante pour que les gares restent opérationnelles toute l'année. Le coût du combustible à lui seul aurait dû être astronomique. L'entretien des chaudières à charbon de taille suffisante aurait nécessité la présence de plusieurs dizaines d'ouvriers par équipe. La suie et la fumée auraient dû noircir ces bâtiments au point de les rendre méconnaissables en quelques années. Pourtant, des photographies des années 1890, 1900 et 1910 montrent du marbre blanc immaculé, des vitres impeccables et des intérieurs qui semblent à peine utilisés malgré le passage quotidien de milliers de passagers. Où sont les traces de fumée de charbon? Où sont les immenses chaufferies que ces systèmes auraient nécessitées? Où sont les systèmes d'approvisionnement en charbon, les installations d'évacuation des cendres, le système de ventilation pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone? Ils sont absents, ou plutôt, ils ne sont pas présents à une échelle suffisante pour répondre aux exigences que ces bâtiments auraient imposées à la technologie de la vapeur du 19e siècle. Cela soulève une question simple, mais cruciale. Quand ces gares ont-elles été électrifiées? Les archives officielles indiquent que la plupart des grandes gares ont été électrifiées par étapes. D'abord l'éclairage, puis les machines, et enfin l'ensemble des systèmes opérationnels. Souvent, cela se produisait des décennies après la construction initiale. Grand Central, par exemple, aurait fonctionné à l'éclairage au gaz jusqu'à sa grande rénovation en 1913. Mais lorsqu'on examine les plans architecturaux originaux, ceux qui ont été conservés, on constate que beaucoup montrent des systèmes de conduits électriques intégrés aux fondations et non ajoutés ultérieurement, mais prévus dès le départ. Des gaines pour les câbles traversant des murs qui ne seraient électrifiés que 20 ans plus tard. Des pièces dimensionnées et agencées comme des sous-stations électriques, désignées comme espaces de stockage ou locaux techniques dans la documentation officielle. Pourquoi construire une infrastructure électrique avant même que l'électricité ne soit disponible commercialement dans ce secteur? Gare Union de Los Angeles. La construction a débuté en 1914. Le bâtiment intégrait des systèmes électriques dès sa conception. Ceci dans une ville où la distribution électrique à grande échelle était encore en développement et où la plupart des zones résidentielles ne bénéficieraient d'une alimentation électrique fiable que 10 ans plus tard. La station en était équipée immédiatement. Pas seulement l'éclairage, mais aussi la climatisation intégrale, la signalisation électrique, les ascenseurs, tout fonctionnait dès l'ouverture du bâtiment.
Comment? Plus je me plongeais dans les archives électriques, plus la chronologie devenait floue. Des gares, supposément alimentées à la vapeur, présentent des relevés de consommation électrique datant d'avant l'existence des réseaux électriques locaux. Des bâtiments consommant des quantités colossales d'électricité, des mégawatts, à une époque où une telle production aurait dû nécessiter des centrales électriques dédiées et visibles à proximité. Or, ces centrales sont absentes des archives ou, si elles y figurent, elles sont décrites de manière vague. Alimentation municipale, production privée, source industrielle. Jamais de détails précis, jamais d'installation concrète qu'on puisse localiser sur une carte ou dont on puisse trouver des documents architecturaux. Le silence était assourdissant. Et c'est là que la dimension temporelle devient incontournable. Avant l'arrivée du chemin de fer, le temps était local, calé sur le temps solaire. Chaque ville réglait ses horloges en fonction de la position du soleil au zénith. Il y avait plusieurs minutes d'écart entre midi à Chicago et midi à Cleveland. Cela ne posait pas de problème jusqu'à ce que les trains commencent à circuler entre les villes selon des horaires fixes. La solution, nous dit-on, était la standardisation. Les compagnies ferroviaires ont instauré des fuseaux horaires. Aux États-Unis, cela s'est produit en 1883, non pas par décision gouvernementale, mais grâce à une coordination entre compagnies ferroviaires privées. 4 fuseaux horaires ont été établis simultanément et adoptés par toutes les grandes compagnies ferroviaires le même jour, le 18 novembre 1883. Imaginez un peu. Des entreprises concurrentes, souvent hostiles les unes aux autres, ont toutes accepté d'abandonner le temps solaire local et d'adopter un système artificiel d'heures standardisées. Elles ont coordonné cette mesure à l'échelle d'un continent entier. Ils l'ont mis en œuvre universellement, instantanément, sans intervention gouvernementale, et le public l'a tout simplement accepté. En 1918, le Congrès a officialisé la mesure, mais les chemins de fer fonctionnaient déjà selon un horaire standardisé depuis 35 ans. Pendant 35 ans, toute la nation a organisé son quotidien en fonction de l'heure ferroviaire plutôt que de l'heure solaire. Horaire de travail, repas, heures de bureau, cycle de sommeil, tout a été réorganisé selon une grille temporelle artificielle. Pourquoi cela a-t-il fonctionné? Comment cela a-t-il fonctionné? Il s'agit d'une modification fondamentale de la façon dont les êtres humains perçoivent et mesurent le temps, non pas par une évolution culturelle progressive, mais par une décision d'entreprise. À moins que les compagnies ferroviaires n'aient été que des entreprises de transport, à moins qu'elles n'aient été autre chose. Considérons la configuration physique des réseaux ferroviaires. Les voies rayonnent à partir de nœuds centraux. Les grandes gares terminales, telles les rayons d'une rue, ou comme des lignes de distribution partant d'une centrale électrique. Les rails eux-mêmes, conducteurs métalliques parallèles séparés par des traverses en bois, s'étendent sur des milliers de kilomètres et relient tous les grands centres urbains et d'innombrables agglomérations secondaires. Un réseau électrique parfait. Or, considérons ce que nous savons des premiers systèmes électriques. Le courant continu d'Edison ne pouvait être transmis efficacement que sur de courtes distances. Le système de courant alternatif de Tesla aurait pu avoir une plus grande portée, mais nécessitait une infrastructure considérable. Le réseau électrique tel que nous le connaissons aujourd'hui, celui qui alimente votre maison en ce moment même, ne s'est pleinement concrétisé que dans les années 1920 et 1930. En revanche, le réseau ferroviaire était achevé dès 1890. Toutes les grandes villes étaient reliées, la plupart des villes mineures aussi. Des millions de kilomètres de voies ferrées parallèles, bordées de gares élaborées et régulières, furent construites en une soixantaine d'années. Et si les chemins de fer n'avaient pas pour vocation première le transport de personnes, et s'ils avaient servi au transport de l'énergie, considérons à nouveau les vestiges architecturaux en gardant cette hypothèse à l'esprit. Ces immenses halls ne sont pas seulement destinés aux passagers, ils servent aussi à abriter des équipements. Ces tours ne sont pas que décoratives, elles accueillent des transformateurs ou des récepteurs. Ces toitures en cuivre ne sont pas ornementales, elles sont conductrices.
Ces fondations ne sont pas surdimensionnées, ce sont des systèmes de mise à la terre. Les systèmes de ventilation ne sont pas destinés à l'air. Les locaux techniques ne sont pas destinés à la vapeur. Ces espaces de rangement ne sont pas destinés aux bagages. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Mais voici ce qui bouleverse complètement les idées reçues. Ce phénomène s'est produit partout, simultanément. En Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Australie, des années 1850 aux années 1910, les centres urbains du monde entier ont subi des transformations identiques. Les gares ferroviaires paraissaient massives et ornées. Les voies ferrées s'étendaient au-delà des limites du réseau. L'heure était standardisée. L'infrastructure électrique existait souvent avant même que l'électricité ne soit censée être disponible. Il n'y avait ni Internet, ni téléphone au début, ni communication mondiale rapide. Voyager entre les continents prenait des semaines, voire des mois. Et pourtant, des villes séparées par les océans ont construit des infrastructures ferroviaires quasi identiques, suivant les mêmes principes architecturaux, durant une période historique relativement courte. La coordination nécessaire est impossible, mais pas improbable. Impossible, à moins que tout le monde ne travaille à partir du même plan, à moins qu'il n'hérite ou ne réutilise une infrastructure existante, à moins que quelqu'un ou quelque chose n'ait fourni les connaissances, les plans, la technologie. C'est là que Tartaria entre en jeu, non pas en tant qu'empire, non pas en tant que civilisation spécifique, mais comme terme générique pour désigner quelque chose que nous avons perdu, un niveau de développement technologique antérieur que les archives historiques ne mentionnent pas ou qu'elles ont délibérément occulté. Voici ce que suggèrent les éléments de preuve. Ces bâtiments n'ont pas été construits pour les chemins de fer de l'ère de la vapeur. Ils étaient trop modernes, trop sophistiqués, trop uniformes. Conçus à l'origine pour un autre usage, ces bâtiments ont ensuite été adaptés, parfois imparfaitement, aux besoins de transport, une fois leur fonction première oubliée ou devenue impossible à remplir. Les photographies des inondations de boue en témoignent. Ces images de villes du 19e siècle montrent des immeubles ensevelis jusqu'au deuxième étage, des rez-de-chaussée qui étaient manifestement des premiers étages, des escaliers s'enfonçant dans la terre. L'explication officielle invoque l'élévation du terrain, le remblayage urbain et le tassement géologique. Mais lorsqu'on observe le même phénomène dans des villes du monde entier, lorsqu'on constate que des gares ferroviaires présentent des niveaux inférieurs portant des traces d'occupation antérieure, lorsque des éléments architecturaux ne prennent sens que si le bâtiment se trouvait autrefois plusieurs mètres plus haut, que s'est-il passé? Ni un enfouissement progressif, ni une lente accumulation de sédiments. Non pas des décennies d'urbanisation, mais un phénomène suffisamment rapide pour que des villes entières adaptent le niveau de leurs rues, un phénomène suffisamment universel pour toucher simultanément tous les continents. Un sujet que nous avons, d'une manière ou d'une autre, convenu de ne pas aborder dans les récits historiques officiels. La gare est survécue à l'événement, ou a été construite immédiatement après, et elle a été mise en service avec des capacités technologiques qui étaient censées ne pas exister à l'époque. Les systèmes énergétiques, nous dit-on, n'étaient pas encore au point, et leur développement devait se faire dans un contexte planétaire dépourvu d'infrastructures de communication suffisantes. Puis, soudain, tout s'est arrêté. En 1920, l'ère de la construction des grands terminaux était révolue. On continuait à construire des gares, mais elles étaient différentes, fonctionnelles, modernes, utilitaires, art déco plutôt que beaux-arts, acier et béton plutôt que marbre et cuivre, plus petits, plus simples, conçus spécifiquement pour le transport, contrairement aux bâtiments précédents qui étaient destinés à la même fonction. Les anciennes gares étaient souvent démolies. La gare Penn Station à New York, détruite en 1963, était un édifice si magnifique que sa disparition a donné naissance au mouvement de préservation du patrimoine. La gare Grand Central de Chicago, démolie en 1969. La gare de Broad Street à Philadelphie, démolie en 1952. Des dizaines d'autres ont disparu, non irrémédiablement détériorées, non obsolètes, démolies volontairement.
Les bâtiments qui ont survécu ont souvent été reconvertis ou laissés à l'abandon. D'autres fois, ils ont été rénovés de manière à démanteler leur infrastructure interne, remplaçant les systèmes d'origine par des équivalents modernes et supprimant ainsi les éléments mêmes qui auraient pu nous renseigner sur leur véritable nature, comme si l'on effaçait des preuves. Alors, de quoi s'agissait-il? De récepteurs d'énergie, de centres de distribution, de chambres de résonance, d'un système utilisant les rails eux-mêmes comme moyen de transmission, puisant dans une énergie dont nous ignorons désormais l'origine et même la nature. Pourquoi le temps ferroviaire a-t-il remplacé le temps naturel? Était-ce simplement une question de commodité d'organisation ou la synchronisation temporelle était-elle indispensable au fonctionnement du système? Pourquoi la construction s'est-elle arrêtée si brutalement dans les années 1920? Qu'est-ce qui a changé? Qu'a-t-on perdu? Qu'avons-nous oublié ou choisi d'oublier? Et pourquoi si peu de documentation? Pour une époque soi-disant obsédée par la conservation des archives, pour des bâtiments dont la construction a coûté des millions et qui ont employé des milliers de personnes, les traces écrites sont étonnamment minces. Des plans architecturaux ont disparu. Les photographies du chantier sont rares. Les spécifications techniques détaillées sont inexistantes. Les documents financiers sont imprécis. La version officielle nous oblige à croire que des entreprises concurrentes, sans aucun mécanisme de coordination, ont décidé simultanément de construire une infrastructure identique sur 6 continents, utilisant une technologie qu'elles étaient censées ne pas posséder, grâce à des systèmes qui n'ont laissé aucune trace matérielle, tout en conservant des archives remarquablement lacunaires de l'ensemble du processus. Ce n'est pas de l'histoire. C'est une légende qui se fait passer pour de l'histoire. Je me trouve à présent à Union Station, à Los Angeles, dans le même bâtiment dont j'ai parlé plus tôt. Je lève les yeux vers le plafond, vers les poutres en bois et les lustres, vers ces détails architecturaux censés n'avoir d'autre utilité que l'esthétique. Mais à présent, je vois autre chose. Des canaux, des motifs, des symétries que l'ingénierie qualifierait de redondants, mais que la physique pourrait qualifier de résonnants. Le bâtiment est toujours là, toujours fonctionnel, toujours aussi belle, toujours aussi mystérieuse sur sa véritable nature. Les indices laissent penser à quelque chose de bien plus vaste que ce qu'on nous a raconté. Un réseau mondial, une infrastructure énergétique, un niveau de sophistication technologique qui a disparu ou a été fait disparaître en l'espace d'une seule génération. Un savoir si complètement perdu que nous n'en enseignons plus que l'ombre pâle, comme le summum de la réussite. L'énergie interdite des empires ferroviaires, peut-être est-elle encore là. Peut-être n'a-t-elle jamais disparu. Peut-être sommes-nous en plein cœur de cette infrastructure, n'utilisant que 5% de son potentiel et nous qualifions cela de progrès, tout en nous demandant pourquoi les bâtiments que nos arrière-grands-parents construisaient si facilement restent encore bien plus imposants que tout ce que nous réalisons aujourd'hui. Les gares, elles, sont toujours là. Les rails sont toujours là. Les tours sont toujours debout. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir, a disparu. Ou peut-être pas. C'est la question qui me hante. Car une fois le schéma perceptible, une fois l'impossibilité de l'explication officielle reconnue, impossible de retrouver une certitude rassurante. Il ne reste plus qu'une inquiétude bien plus vive. La conscience que nous vivons peut-être dans les ruines d'un monde oublié, utilisant des outils qui nous échappent, suivant des cartes vers une destination perdue. L'énergie interdite du Tartare, si l'on veut l'appeler ainsi, ou autrement, nommez-la comme bon vous semble. Le mystère demeure. Que savait-il que nous ignorons et pourquoi l'ignorons-nous?